Smart Trends consacré à l'égalité salariale et je vous présente les invités de notre débat. Insaf El Hassani, bonjour. Bonjour Bienvenue, Thomas. vous êtes la porte-parole des Glorieuses et Marie Donzel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes directrice associée du cabinet de conseil Alternego. Je vais commencer par quelques mots de présentation. Les Glorieuses, c'est quoi? C'est une association, c'est un collectif, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est plutôt un mouvement qui a été créé par Rebecca Amsalem il y a 9 ans, presque 10 ans maintenant, et qui a pour objectif de calculer le jour exact qui matérialise les inégalités salariales. Aujourd'hui, ce collectif-là, ou ce mouvement-là, a été rejoint par d'autres femmes dont je fais partie, puisque je suis une des porte-paroles. Il y a aussi Héloïse Boll et Marie-Éloi qui sont porte-parole, et d'autres femmes qui contribuent au rapport que éditent chaque année les Glorieuses, notamment Laetitia Vito et d'autres économistes, et d'autres femmes. Et parce que vous allez nous expliquer dans un instant comment vous arrivez à ce calcul et à cette date du 10 novembre, le jour à partir duquel les femmes commencent à travailler gratuitement. Votre cabinet de conseil, Marie Donzel, Alternego, quelle est sa spécificité? Alors Alternego prend en charge et adresse tous les sujets de transformation du travail. Donc certes des sujets de diversité et inclusion, également des sujets de dialogue social, des sujets de coopération, de négociation, management, bref tout ce qui aujourd'hui agite le monde du travail tel qu'il se transforme. Et avec vous, on va notamment parler de transparence salariale, parce que ça nous semble être un levier potentiellement intéressant. 10 novembre, 11h31, 22 secondes. À partir de cette date et horaire précis, les femmes travaillent gratuitement. Comment vous calculez cet écart salarial? Alors très simplement, c'est un produit en croix. On prend le nombre de jours qu'il y a dans l'année, on prend le chiffre d'Eurostat parce que c'est un chiffre européen sur lequel on peut vraiment se baser. On fait un produit en croix et on arrive à la date du 10 novembre à 11h31 et 22 secondes. Et c'est pour ça que depuis 9 ans, la date bouge tous les ans parce que tous les ans, les inégalités salariales, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes ne se matérialise pas concrètement à la même date. Est-ce qu'il est plutôt en train de se réduire, cet écart salarial? Oui. Oui, il est plutôt en train de se réduire puisqu'on passe à 14,2% cette année. De mémoire, je dirais qu'on a gagné presque 1,5 point depuis le lancement du mouvement il y a 9 ans. C'est une bonne chose, mais on a également fait le calcul pour savoir à quelle date à ce rythme-là, on atteindrait l'égalité salariale et on a découvert que c'était en 2137. Donc, ça fait quand même un peu longtemps, c'est loin. Il y a du progrès, mais il faudrait quand même essayer d'aller accélérer. Passer la deuxième. Vous lancez une pétition à l'occasion de cette date symbolique. On voit bien quel est l'objectif d'une pétition, mais en quoi ce levier peut être utile? En fait, l'objectif d'une pétition et le levier de la pétition, c'est la mobilisation. En fait, nous, on essaye de passer d'une responsabilité individuelle, parce que finalement, les inégalités salariales, c'est avant tout un cas individuel, pour arriver à une responsabilité collective. Et plus de femmes seront mobilisées, plus d'hommes seront mobilisés, plus de personnes physiques seront mobilisées, et plus on entraînera avec nous les pouvoirs publics et aussi les entreprises pour mettre en marche le mouvement vers l'égalité salariale. Plus de femmes et d'hommes, Marie Donzel, parce que c'est évidemment une question qui concerne aussi les hommes. Les concerne, je dirais, à tous les chefs, parce que d'abord, pour danser le tango, il faut être deux, de façon générale. Et quand on sait qu'une partie des inégalités salariales procède, par exemple, assez directement des inégalités de partage des tâches domestiques, 72% du temps de travail domestique qui est entre les mains des femmes encore aujourd'hui, ça fait que c'est du temps qu'elles n'occupent pas à travailler, à réseauter, à chercher des opportunités, à faire des heures sup. Donc en fait, on peut faire le chemin assez directement de l'un à l'autre. Donc en fait, au moins dans les couples hétérosexuels, les hommes sont concernés. Et parfois, on a un peu envie de leur dire que la première manière de lutter contre les inégalités salariales, c'est de prendre leur pleine part des sujets. Et puis après, ils vont être concernés aussi parce que l'égalité salariale, elle va clairement rebattre les cartes des relations femmes-hommes. Vous savez, on a des études qui montrent que, par exemple, des hommes sont gênés d'être avec une femme qui gagnerait autant, voire plus qu'eux. Ça en dit long sur combien il est attendu aussi d'eux, dans ce mouvement d'égalité salariale, de pouvoir travailler à une déconstruction et surtout à une reconstruction
d'une forme de masculinité. Moi, ça m'est arrivé, il y a eu des phases comme ça, une ou deux fois dans ma vie. J'ai trouvé ça super de voir notre compte bancaire commun qui allait très très bien. Bref, je ne suis pas là pour raconter ma vie. Il y a une directive européenne sur la transparence des salaires qui devrait être transposée en droit français. On va peut-être expliquer ce que dit la directive européenne, Marie-Nanzel, pour commencer. Et puis ensuite, question subsidiaire, on en est où sur l'application en droit français? Déjà, c'est quoi cette directive? Alors, c'est une directive qui pose plusieurs principes. Elle a clairement une intention forte qui est de réduire les inégalités salariales, partant aussi du principe que une des raisons pour lesquelles les femmes demandent moins d'argent, c'est aussi qu'elles n'ont pas accès à l'information réelle. On a souvent dit que c'est parce qu'elles manquaient de confiance en elles. Moi, j'ai jamais beaucoup cru au fait qu'elles manquaient de confiance en elles. J'ai toujours cru au fait que si l'information était disponible, ce serait plus simple. La directive, donc, elle va avoir principalement 3 dimensions. La première, c'est la nécessité d'informer sur la tranche de salaire sur les offres d'emploi. Donc les offres d'emploi vont devenir transparentes et ça concerne autant les hommes que les femmes, parce que tout le monde a envie de savoir où il met les pieds en termes salariaux. Et donc combien il peut demander d'une certaine façon en répondant combien il peut demander ou ne pas perdre de temps en se disant c'est pas pour moi. C'est 20% ou 30% au-dessus de ce à quoi j'aspire, c'est pas la peine, c'est pas la peine que j'y aille. La seconde dimension, ça va être le fait que donc il y a même 4 des dimensions, parce que la seconde dimension, ça va être le fait qu'on ne pourra plus interroger les personnes sur leur salaire antérieur au moment de discuter salaire avec la personne. Ça veut dire que on ne fera plus de salaire au profil, mais vraiment au poste. D'accord. Et ça annule beaucoup de biais. Oui. La troisième dimension, ça va être que des salariés en poste vont pouvoir demander le niveau de salaire moyen des personnes qui occupent un poste équivalent. Okay. Donc là, c'est pareil, vous vous rendez compte que vous êtes 15% en dessous de votre voisin, alors vous travaillez ni plus ni moins bien, vous avez autant d'ancienneté. Bon, vous allez réclamer, et ça va avec du coup des budgets de rattrapage salarial pour que les entreprises corrigent ces écarts. Et la dernière dimension de cette directive, c'est l'obligation de reporting. On peut rentrer dans les détails, mais selon la taille des entreprises, tous les ans ou tous les 3 ans, en tout cas, une transparence vis-à-vis du public. Je vous reposerai la question sur l'application en droit français. Vous y êtes favorable, j'imagine, évidemment. C'est même un des combats que vous portez, la transparence salariale? Évidemment, c'est un des combats qu'on portait et le rapport de l'année dernière a suivi les 2 eurodéputés qui ont fait énormément de lobbying et relate toute cette histoire-là des eurodéputés qui ont fait tout un travail de lobbying pour qu'on arrive à cette directive européenne qui sera obligatoirement transposable dans les pays de l'Union. Oui, mais pour l'instant, ça ne l'est pas encore en droit français. Alors, vous savez, la France traverse une période politique compliquée. Une période politique compliquée et a 2 petites tendances fâcheuses vis-à-vis des directives européennes. La première, c'est de les transposer tard. La deuxième, c'est de les détricoter un petit peu quand elles les transposent. D'accord. Bien. À ce stade, il faut, je pense, être assez lucide sur le fait que, normalement, c'est pour juin 2026. C'est pas à l'agenda du Parlement. J'aimerais bien que ça le soit, mais ça l'est pas. Il y a peu de chances pour que ce soit transposé en droit français en juin 2026. Alors, une directive peut quand même s'appliquer dans les faits en droit, même si elle n'est pas transposée. En tout état de cause, nous, ce qu'on dit à nos clients, entreprises, c'est n'attendez pas qu'elle soit transposée pour commencer à anticiper. Il y a du travail. Il y a du travail. Donc, même si on glisse de 6 mois, janvier 27, ou d'1 an, juin 27, il faut s'y mettre maintenant. Est-ce que ça veut dire que, vous l'avez dit, les entreprises, elles vont devoir rattraper d'une certaine façon le retard? Ça va avoir un coût? Oui. Ou est-ce que ça veut dire que les salariés masculins vont être à l'arrêt pendant un certain nombre d'années? Un peu des deux. Alors, on va essayer de ne pas effrayer tout le monde, mais oui, ça va avoir un coût et c'est pour ça qu'il est essentiel que les DRH et les dirigeants articulent absolument ce travail, qui est notamment un travail de structuration et de cotation des postes, pour arriver au travail de valeur équivalente. Que ce soit articulé avec le dialogue social. Parce qu'en dialogue social, par exemple, vous allez pouvoir discuter d'échéances de rattrapage. Vous n'êtes pas obligé de tout rattraper en 1 an. Vous pouvez imaginer que vous rattrapez sur 2-3 ans, vous avez une trajectoire négociée avec les instances représentatives du personnel. Et pour ce qui concerne les salaires des hommes, dans les faits, il faut s'y attendre. C'est-à-dire que oui, aussi longtemps qu'on n'aura pas rattrapé, il y a des chances pour que ça tasse les augmentations. On ne va pas les faire stagner, ça va les tasser. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est vraiment articuler ça avec le partage de la valeur.
pour ne pas avoir des hommes qui seraient frustrés à l'idée qu'ils donnent beaucoup à la boîte et qu'il n'y a rien qui sort pour eux. Mais alors, on anticipe, moi j'anticipe déjà, en tout cas, ça fait ce que certains chefs d'entreprise vont dire. On n'a pas les moyens, notre entreprise n'est pas en suffisamment bonne santé pour faire ce rattrapage aussi vite. Ou alors, il y a un autre argument, parce que quand vous parlez de transparence salariale, finalement, ça peut aussi concerner deux hommes qui se comparent à un poste similaire ou deux femmes qui se comparent à un poste similaire, avec tous les conflits potentiels que ça peut générer. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à répondre aux chefs d'entreprise qui diront « Oh là là, c'est une bombe à retardement, ce que vous nous proposez ». Alors, c'est vrai. C'est une bombe à retardement. Il faut regarder les faits tels qu'ils sont et être réaliste. En revanche, déjà, la première chose, c'est que ça n'impacte que les entreprises de plus de 100 salariés. Donc j'espère pour eux qu'ils ont fait appel à Marie Donzel ou en tout cas un cabinet Alternego ou n'importe lequel des cabinets, en tout cas un accompagnement pour se préparer à cette transparence. Et c'est pour ça qu'il ne faut justement pas qu'ils attendent que le couperet tombe pour se préparer et être pris de court. Et puis ensuite, il faut aussi leur expliquer que oui, en fait, c'est une avance que les femmes leur ont faite depuis tant d'années. Grâce à l'avance de travail gratuit, elles ont permis à ces entreprises de faire énormément d'économies. Donc aujourd'hui, il est juste question de rééquilibrer les choses. C'est comme s'il y avait un rattrapage fiscal. Ils ne s'en reprendraient pas à l'administration fiscale. Ils ne seraient peut-être pas contents, ça, je ne peux pas leur retirer, mais ils ne s'en prendraient pas à l'administration fiscale. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est clair d'un point de vue juridique, c'est que les femmes et les hommes doivent être payés à travail égal, doivent avoir un salaire à salaire égal. L'obscurité sur les salaires, en tout cas le fait que c'était très compliqué d'avoir accès à cette information, a favorisé les entreprises. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut se mettre à la page juridiquement et légalement, et c'est aussi une question d'équité. D'autant plus, j'aimerais terminer en leur disant allez-y. Que de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rémunération est un élément qui anime l'attrait des salariés et des talents. Donc si de toute manière, ils sont dans des politiques où ils souhaitent attirer les meilleurs talents ou attirer des talents, les retenir, les fidéliser, il va falloir de toute manière animer ce sujet de la rémunération. Et plus ils seront, plus ils seront alignés avec cet esprit d'équité et d'égalité salariale, et plus attireront les nouvelles générations et les anciennes. Avec une question, je disais, ça concerne effectivement femmes-hommes, mais aussi deux salariés voisins qui vont se rendre compte qu'ils ne sont pas payés de la même façon, ou alors il va falloir peut-être, parce que on n'est pas obligé, quand on est chef d'entreprise ou de RH, de payer tous les salariés au même niveau pour un travail de valeur égale. C'est là que je trouve que la définition peut être compliquée. Il y a des salariés plus productifs et plus efficaces que d'autres. Alors oui, il y a des salariés plus productifs et plus efficaces que d'autres. Et ça s'appelle le mérite. Ça s'appelle le mérite. Vous avez quand même un certain nombre d'instruments qui sont à la main du management pour éventuellement faire des primes, des bonus, etc. Mais il faut quand même surveiller ça parce que, encore une fois, et c'est là que le reporting va être intéressant, force est de constater que la façon dont on lit la performance est genrée aussi. Et que c'est un fait. C'est un fait. C'est-à-dire que... Ça, je l'entends. Mais avec la transparence salariale, il y a deux salariés qui sont côte à côte dans un bureau qui vont se rendre compte qu'ils ont, je ne sais pas, 20% de... Quel que soit le genre, 20% d'écart. Et il va falloir, en tant que manager, dire attends, si tu gagnes 20% de moins, c'est parce que tu travailles moins bien que ton voisin. Il faudra pouvoir justement s'en défendre, pouvoir s'en expliquer, s'en défendre, parce qu'effectivement, le cas ultime que vous présentez là, c'est on a un glandeur qui n'en fout pas une, ça existe, et une personne qui est ultra performante, etc. À mon avis, ça pose plusieurs questions dans celle-ci. Bon, la première, c'est effectivement de savoir comment est-ce qu'on les distingue l'un de l'autre, et on n'a pas que non plus l'outil de la rémunération, c'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait si on a quelqu'un qui glande, il faut aussi savoir envisager de s'en séparer par exemple, on ne va pas non plus rester là-dessus. Si on a quelqu'un qui surtravaille, il faut peut-être envisager aussi de le calmer bien sûr, parce que c'est pas non plus quelque chose de complètement sain et serein, notamment pour la coopération et le collectif. Et puis il y a tout le management. C'est-à-dire que pour moi, la question qu'on pose là, ce n'est pas une question de salaire, c'est une question de comment un manager fait pour motiver ses équipes et faire qu'il a une homogénéité dans son équipe de gens qui sont à peu près tous aussi engagés les uns que les autres. Ça crée des défis potentiels aussi pour les managers. Allez, on prend encore une minute, parce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé, Insafel Hassani, c'est la question des métiers à prédominance féminine qui sont mal rémunérés, moins bien rémunérés. Comment on peut, là aussi, lutter contre cette inégalité ? Je pense qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités parce que c'est l'un des plus mauvais payeurs.
quand on voit que les infirmières sont sous-payées, les sages-femmes sont sous-payées, tous ces métiers à prédominance féminine, c'est les métiers du care, ce qu'on appelle du care, du soin. En principe, et elles sont en prédominance féminine, en prédominance... C'est souvent l'État qui est l'employeur. Exactement. Et donc, l'État est un très mauvais employeur et l'État est un très mauvais payeur. Et donc, il y a aussi une responsabilité que l'État doit prendre à sa charge, qui est de montrer l'exemple. Et quand on veut montrer l'exemple, on paye correctement, au juste prix, ses employés. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Merci et à beaucoup. bientôt sur Be Smart for Change. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, je vous dis à très vite.